En manchette, Québec débloque 1,5 million pour la rénovation du Théâtre Palace et les paramédics revendiquent de meilleures conditions de travail. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce web journal du jeudi 16 février 2017. Le gouvernement du Québec verse 1,5 million de dollars pour la rénovation du Théâtre Palace Arvida. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin. La ville de Saguenay se réjouit de cette nouvelle qui permettra de faire revivre la salle de spectacle. Un reportage de Marie-Pierre Leboeuf. Un grand plaisir pour moi de vous confirmer que notre gouvernement est prêt à investir 1,5 million de dollars. L'annonce du ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, permettra la mise à niveau du lieu mythique fermé depuis 2 ans. Au départ, un cinéma, un cabaret, un bar et finalement une salle de spectacle. Le Théâtre Palace Arvida pourra accueillir de nouveau le public. Et ça va coûter 4,5 millions à réparer. Ce sont toujours des chiffres qui peuvent bouger un peu, là. C'est un projet qui sera bénéfique tant au niveau culturel pour le secteur d'Arvida, mais également sur le plan économique. Ce projet aura des effets positifs, entre autres de consolider des emplois culturels de qualité, mais je le répète à chaque fois, pendant cette construction-là, pendant ces investissements-là, il y a des gens qui vont travailler, ça aussi, ça consolide des emplois. Si la Ville de Saguenay est en attente d'une réponse du fédéral, le ministre, pour sa part, mettra toute la pression nécessaire. C'est un des vecteurs de l'occupation du territoire, la vie culturelle. Alors, c'est pas seulement dans les grands centres. Ça doit se faire partout au Québec. Nous, on pose le geste. Et moi, je m'attends à ce que le gouvernement du Canada fasse de même ici pour le Théâtre Palace d'Arvida. L'échéancier des travaux n'est pas encore connu, mais Diffusion Saguenay souhaite que ce soit fait dans les plus brefs délais. Ça nous coûte 80 000 $ par année depuis 2 ans à entretenir le bâtiment sans aucune activité, sans aucun retour. Il n'y a pas d'activité de quelqu'un qui se tienne là, pas de diffusion. La Ville de Saguenay espère obtenir une réponse positive de la part du fédéral d'ici 6 à 8 semaines pour pouvoir commencer les travaux le plus rapidement possible. Par la suite, le Théâtre Palace Arvida, où je me trouve présentement, pourra redevenir un lieu de diffusion culturelle d'ici 2018. Marie-Pierre Leboeuf, ATM Nouvelles, Saguenay. Le ministre de la Culture, Luc Fortin, a également annoncé aujourd'hui à l'Église Notre-Dame-de-la-Terrière un investissement de 500 000 $ afin de préserver le patrimoine religieux de la région. Derek Doherty, pourquoi faire une telle annonce? Oui, Pierre-Olivier, eh bien, le ministre Fortin a justifié cet octroi d'au-delà de 500 000 $ en disant que le gouvernement du Québec, étant représentant, en fait, là, de la société québécoise, se doit de se souvenir de son patrimoine religieux et doit donc soutenir son patrimoine religieux. On peut l'écouter. Et comme gouvernement, nous avons une responsabilité de protéger, de promouvoir ce pan important-là de notre histoire. Parce qu'il faut le dire et le redire, les gestes que nous posons comme gouvernement en matière de patrimoine religieux, on ne le fait pas pour des convictions religieuses, pour des raisons religieuses. On le fait pour des raisons parce qu'on est très soucieux du principe de la neutralité religieuse de l'État. Mais on le fait parce qu'on a un devoir de mémoire. Et où ira cet argent précisément? Eh bien, tout d'abord, on voit que l'argent ira à l'Église Sacré-Cœur à Chicoutimi. On octroie un 230 000 $ pour rénover la toiture. Ensuite, il y a l'Église Notre-Dame de la Terrière, là où s'est tenu l'événement. Donc, c'est une restauration intérieure qu'on fait à la suite d'une infiltration d'eau qui était survenue dernièrement. C'est 80 000 $ de ce côté-là. Par la suite, c'est l'oratoire Saint-Joseph de Chicoutimi, donc un 200 000 $ de ce côté-là aussi pour rénover la toiture. Ensuite, il ne faut pas oublier la chapelle Saint-Antoine de Padoue à Lac-Bouchette. Donc, on rénove aussi la toiture, la fenestration. Mais de ce côté-là, on va un peu plus loin. On restaure aussi 13 tableaux sur la vie de Saint-Antoine de Padoue qui avaient été réalisés par le célèbre peintre Charles Huot. Et quelles ont été les réactions des gens? Eh bien, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, qui était présent, s'est dit très heureux de recevoir cet octroi, quoiqu'il aurait bien souhaité que davantage de ses ouailles saguenayens pratiquent la religion catholique. On peut l'écouter.
Donc, s'il n'y a pas d'intérêt puis ça coûte une fortune, à un moment donné, ça va se détériorer. Et c'est ce qui est après se passer. On a démoli une église la semaine dernière. Il y en a une autre là, qui est en voie de le devenir bientôt. C'est ça qui va arriver. Alors, c'est de valeur parce que ce sont nos plus beaux monuments. Il n'y a rien de plus beau dans un village, dans une ville, que l'église. Donc, on peut voir que c'est important là, pour le maire de préserver ce qui reste du patrimoine religieux. On lui a aussi demandé là, si jamais il y avait quelque chose qui aurait pu être fait pour préserver l'église Notre-Dame de Fatima, qui, on le sait, à Jonquière, a été démolie dernièrement. On peut l'entendre à ce sujet. Bien, est-ce que vous pensez que les gens vont accepter d'être taxés pour ça, puis des taxes importantes, là? C'est sûr que non. Donc, on voit que c'est vraiment là, pas le même terrain de jeu entre restaurer les églises et Notre-Dame de Fatima. OK. Est-ce qu'il y aura d'autres octrois comme celui-ci dans l'avenir? Eh bien, le ministre Fortin a assuré là, que c'était récurrent, ça, ces tournées, c'était quelque chose d'annuel. Donc, il nous a dit qu'on pouvait s'attendre à une autre visite ministérielle en 2018, année électorale, on doit le souligner. Merci beaucoup, Derek, pour ces quelques mots. Au plaisir. La coopérative Nutrinor a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait des bénéfices de 6,9 millions de dollars au cours de l'année 2016. Les 965 membres de la coopérative se partageront 2,1 millions de dollars en ristourne. Depuis minuit, un avis d'ébullition d'eau préventif est en vigueur dans le secteur nord de Shipsha à la suite d'un rétablissement d'aqueduc. Il est recommandé aux résidents de faire bouillir l'eau pendant 1 minute pour éviter de contracter des maladies. Aucune information n'a été avancée quant à la levée de l'avis. Le syndicat des paramédics Saguenay-Lac-Saint-Jean a entamé ce matin les moyens de pression en vue du renouvellement de leur convention collective qui est échue depuis 2 ans. Dans le cadre d'un mouvement de grève provincial, une dizaine d'ambulanciers se sont rassemblés au coin de la rue Sainte-Anne et du boulevard Saguenay afin de revendiquer de meilleures conditions de travail. Le reportage d'Amélia Chasseur-Chartier. La convention collective des employés préhospitaliers est échue depuis bientôt 2 ans. Aucune négociation n'a été entamée, malgré le fait que les employés demandent de nouvelles conditions de travail. Aussitôt qu'on arrive dans des points majeurs qui sont la surcharge de travail et les horaires de faction dans les régions, on n'a aucune écoute. Le gouvernement ne veut pas venir s'asseoir. C'est eux qui ont toujours été là. Les propriétaires disent qu'ils n'ont pas l'argent. Les horaires de faction sont un des points importants de cette négociation. En étant disponibles 24 heures sur 24, les délais sont plus longs car les employés doivent partir de chez eux lorsqu'ils reçoivent un appel. C'est des délais de 10-12 minutes. Quand on sait qu'il y a une problématique au niveau cardiaque ou au niveau d'autres choses, en dedans de 10-12 minutes, là, ça peut amener jusqu'au décès. Ils ont donc commencé les moyens de pression pour une durée indéterminée et encouragent la population à en faire autant. Nous autres, le message qu'on veut faire passer, c'est qu'on a besoin de la population. La population, toutes les fois qu'ils ont eu besoin de nous autres, qui ont besoin de nous autres, on va être là, on va toujours être là. Si la population peut appeler le député dans chaque région, leur dire, écoutez, là, c'est ce qui se passe avec les ambulanciers. Le syndicat ainsi que les employés sont motivés et espèrent être entendus par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. On va être là encore, puis soyez-en sûrs qu'on ne lâchera pas, soyez-en sûrs que quoi qu'arrive, la pression, on est habitué de vivre avec, c'est qu'on va aller au bout de ce conflit-là. Le président du syndicat rappelle que les moyens de pression n'auront aucun impact sur les services à la population. Cette grève n'est que la pointe de l'iceberg parce que les syndicats ne comptent pas abandonner tant qu'ils n'auront pas une réponse du gouvernement. D'autres moyens de pression sont à venir. Amélia Chasseur-Chartier pour ATM Nouvelles à Saguenay. Le Conseil des médecins, dentistes et les pharmaciens du CIUS de Chicoutimi ont proclamé leur opposition quant à la centralisation des traitements du cancer de l'œsophage vers les grands centres. Le président du Conseil, Fabien Simard, croit que cette modification n'apportera que du négatif. On l'écoute. Certaines études semblaient démontrer dans d'autres pays de meilleurs résultats dans les centres à haut volume. Par contre, des études plus étendues et plus récentes contredisent cette hypothèse. Par la suite, des citoyens redoublent d'efforts pour manifester leur mécontentement face au projet d'immeuble de 13 étages qui pourrait être construit dans le secteur des quartiers Notre-Dame-de-Grâce et Sydenham à Chicoutimi. Pétition, résolution, présence dans les médias, ils sont prêts à tout pour que le projet ne voie pas le jour. Rosalie Dumais-Beaulieu est allée à leur rencontre.
C'est un projet de condominium de luxe qui pourrait être construit par le promoteur Robin Thibault entre les rues des Franciscaines, le boulevard Talbot et la rue Jacques-Cartier-Est. Toutefois, cette tour de 13 étages ne serait pas la bienvenue dans le secteur, à en croire les citoyens opposants. Alors, je trouverais ça déplorable qu'aujourd'hui, il y ait un projet qui favorise 13 personnes, parce qu'on parle de 13 condos, 13 personnes, au détriment de 250 résidents du secteur. Parmi les inconvénients, on compte l'impact visuel, la perte d'intimité, les contrastes dans le style architectural et la diminution de la valeur de revente des résidences. Toutefois, c'est surtout le non-respect du schéma d'aménagement qui dérange certains citoyens. Ce document stipule que la Ville doit préserver les bâtiments et les ensembles patrimoniaux du secteur. Puis, en fait, que le promoteur puisse bâtir sur son terrain qui lui appartient, là, je reconnais, c'est 4 étages, mais pas plus. Nous autres, c'est à ça qu'on s'attend, puis c'est pour cette raison-là qu'on fait du porte-à-porte, qu'on a fait nos pétitions. Une rencontre avec le comité d'urbanisme a été organisée au début février, mais le promoteur était absent. Catherine Salès-Gauthier et Annie Franqueur ont lancé une pétition qui circule sur Internet et dans les maisons des résidents. Jusqu'à maintenant, 323 signatures ont été récoltées, mais pas seulement venant des citoyens du secteur. Ce sont pour la plupart des gens qui sont nés ici ou des gens qui sont aux études et qui planifient revenir dans la région et qui ont un intérêt très personnel et qui ont à cœur le développement de la ville dans quelque chose qui est réfléchi et harmonieux. Selon Mme Salès-Gauthier, le centre-ville serait un lieu beaucoup plus approprié qu'un quartier résidentiel pour la construction de ces condos. Alors, c'est ici, juste derrière la clinique de pédiatrie du boulevard Talbot, que pourrait être construit une future tour de 13 étages de condos luxueux. Il y a une résolution qui a été déposée et qui sera étudiée lors du prochain conseil d'arrondissement de la ville de Chicoutimi le 21 février prochain. Rosalie Dumais-Beaulieu, ATM Nouvelles, Saguenay. Avec la pornographie juvénile ont occupé les salles des palais de justice au cours des dernières semaines. Pour en apprendre davantage, ma collègue Laurence Desbiens s'est entretenue avec l'avocat criminaliste du cabinet Quentin Bouchard et Bouliane, Maître Sylvain Morissette. Maître Morissette, bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer le concept de pornographie juvénile? La pornographie juvénile en droit criminel canadien, c'est la représentation d'activités sexuelles orientées vers les mineurs, donc personnes de moins de 18 ans, ou représentation d'organes sexuels de mineurs, ou voulu ou tenu comme tel, ou représenté comme tel, mais ça touche autant les photos que les vidéos, les enregistrements sonores, mais également tout ce qui pourrait être littérature à caractère pornographique juvénile également. Même s'il n'y a pas en tant que tel des photos, des représentations, des écrits qui voudraient propager ou encourager ou stimuler sexuellement certaines personnes, là, par exemple, qui auraient des perversions sexuelles. Là, si c'est orienté vers la pornographie juvénile, donc essentiellement moins que 18 ans, c'est considéré comme la pornographie juvénile. Et les cas en lien avec la pornographie juvénile au sein de Lac-Saint-Jean sont-ils fréquents? Je dirais que ce n'est pas nécessairement plus fréquent qu'ailleurs. Je n'ai pas vu les statistiques, mais je serais très, très surpris de savoir qu'il y a plus de cas ici, statistiquement parlant, que dans d'autres régions au Québec. Là. Et est-ce que c'est surreprésenté comme l'alcool au volant ici en région? Non, je crois pas. Je crois pas. Quelle est la différence au niveau juridique entre la possession et l'accès à la pornographie juvénile? La possession, comme tous les crimes de possession dans le code criminel, implique deux choses, c'est-à-dire la connaissance et le contrôle. Donc, le ministère public doit prouver qu'on sait qu'il y a que ces éléments-là ou que ces fichiers-là ou que ces photos-là existent. Et il faut qu'il prouve qu'on a un contrôle sur ces photos-là, pour ce qui est de la possession. Maintenant, pour ce qui est de l'accès, évidemment, on n'a pas la possession de ces photos-là, mais on doit prouver qu'on a accédé ou tenté d'accéder à du matériel pornographique juvénile dont on n'a pas nécessairement le contrôle. Donc, le contrôle sera assuré par un tiers, un site, par exemple, même à l'étranger, et on a tenté d'accéder à cette pornographie juvénile-là. Donc, il doit y avoir un élément d'intention d'accéder à cette pornographie juvénile-là. On doit le prouver. Et ce n'est pas suffisant si, par exemple, il serait possible que l'individu ait malencontreusement accédé à un site dans lequel il y a de la pornographie juvénile. Il doit prouver qu'il avait l'intention d'accéder à cette pornographie juvénile.
Et quelle est la production de pornographie juvénile? La production, à ce moment-là, c'est pas seulement prendre des photos, mais ça pourrait être également d'obtenir des photographies, de les retoucher. À ce moment-là, on produit de la pornographie juvénile. Il y a également l'infraction de distribution de pornographie juvénile qui existe également. Donc, si on en a, nous, et on tente de la distribuer ou de la mettre en vente ou de la rendre accessible, à ce moment-là, on distribue de la pornographie juvénile. Et il faut savoir que dans le code criminel, il y a aussi un facteur aggravant, si jamais on était reconnu coupable au niveau de la sentence, s'il est démontré qu'on a accédé, qu'on a produit de la pornographie juvénile ou qu'on l'a distribuée dans un but de profit. C'est un facteur aggravant au niveau de la sentence. Et quel type de procès subit un accusé de pornographie juvénile? Le type de procès, ce sont tous possession, production, accéder à la pornographie juvénile. Ce sont tous des infractions qu'on dit hybrides au code criminel, c'est-à-dire qu'ils peuvent être poursuivis par voie sommaire ou encore par acte criminel à la discrétion du procureur. Est-ce qu'il peut avoir accès à un procès avec jury? Si l'infraction est portée par voie criminelle, par acte criminel, à ce moment-là, l'accusé a ce qu'on appelle une option. C'est-à-dire qu'il pourra décider d'abord d'avoir une enquête préliminaire ou de subir une enquête préliminaire. Et par la suite, s'il le souhaite, si le juge à propos pourra également décider d'avoir un procès via juge et jury. Oui, c'est une possibilité dans ces cas-là. Et à quelle peine peut s'attendre un individu qui est reconnu coupable? Bien, c'est des sentences pour lesquelles il y a depuis 2012 des minimums, des sentences minimums. On parle, pour ce qui est autant de la production que de la possession ou que de la distribution, on parle de minimum de 6 mois dans le cas d'une infraction qui serait poursuivie par voie sommaire. Et on parle d'un minimum d'une année de détention, là, dans le cas d'une infraction qui serait portée par acte criminel. Accéder à la pornographie juvénile est une infraction qui est objectivement moins grave. Les minimums sont à ce moment-là de 6 mois par acte criminel et 90 jours pour les infractions par voie sommaire. Et quels sont les impacts d'un dossier criminel de ce genre? Bien, les impacts sont importants, puis c'est au-delà d'un antécédent en matière de pornographie juvénile. Donc oui, on est stigmatisé parce qu'on a un dossier judiciaire en matière de pornographie juvénile, mais on se retrouve également dans l'obligation d'être fiché au niveau du dossier, comment il appelle, le dossier de pornographie juvénile, là, des délinquants en matière sexuelle. Donc, on doit se rapporter aux autorités, ça peut se faire de façon annuelle. On est fiché par les policiers, on doit toujours donner nos nouvelles adresses, les policiers doivent savoir où on se trouve. Donc, on est au registre des délinquants sexuels. Et il y a également une possibilité de se voir imposer un 161, c'est-à-dire une interdiction, par exemple, de se trouver dans un parc ou de se trouver dans un endroit où il y aurait des mineurs ou encore de chercher à obtenir un emploi qui pourrait nous mettre en contact avec des mineurs. Donc, ça peut être une espèce de probation, mais ce n'est pas tout à fait une probation, c'est plutôt une interdiction qui peut même être à perpétuité, d'être dans certains endroits ou en présence de certaines personnes. Donc, ça peut être très limitatif. Là, merci beaucoup, Maître Morissette. Merci. Laurie Trottier, de votre côté, c'était plutôt calme là, sur le web aujourd'hui? Donc oui, une journée relativement tranquille sur la toile, malgré le passage marqué de la joueuse de tennis Eugénie Bouchard, qui a été mentionnée sur une panoplie de plateformes aujourd'hui pour 2 grandes raisons. La première, c'est au sujet de son fameux rendez-vous galant avec un certain John Gork. Donc tout a commencé il y a 2 semaines lors du Super Bowl de 2017. John Gork avait écrit sur son compte Twitter « If the Patriots win, we go on a date ». Donc, si les Patriotes gagnent, est-ce qu'on va à un rendez-vous ensemble? Et Eugénie Bouchard a répondu oui. Donc, on se souvient de la remontée historique des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre contre les Falcons d'Atlanta, qui avaient, à partir du 3e quart seulement, inscrit 25 points. Donc, ils l'ont emporté vraiment à l'arraché. Donc, c'est hier que le rendez-vous galant s'est orchestré à un match de basketball. Donc, voici les tourtereaux. Et plus tôt aujourd'hui, on a appris que la vedette de tennis voulait certainement un 2e rendez-vous. C'est du moins ce qu'elle a affirmé au site web TMZ. Donc, sur Internet, des jaloux, des contents, mais surtout beaucoup de réactions. Sur Instagram aussi, quelqu'un a même dit que le vrai meilleur joueur du Super Bowl, donc le MVP, c'était John Gork. Donc, autre chose qui a fait apparaître Eugénie Bouchard sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le fait qu'elle sera en vedette dans l'édition Maillot de bain de Sports Illustrated. Sur la page de RDS, il y a eu plusieurs commentaires. Je vous en lis 3. D'abord, celui de Denis Dion. Dommage, son image est plus important que le sport qu'elle pratique. Ensuite, il y a eu Jean-Claude Lessard qui dit « Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. En plus, elle est très jolie. »
foutez-lui donc la paix. Et Jaja Brezonberg a dit elle laisse passer sa carrière au profit de son image. Dommage, elle semble avoir un gros potentiel. Mais c'est le commentaire de François Dupuis qui ajoute un peu plus de nuances, selon moi, cependant. Il a dit vous oubliez de dire que Serena Williams est dans la même édition, puisqu'il y a d'autres athlètes féminines là, qui vont figurer. Donc, ils ont été aussi plusieurs à s'enflammer sur Twitter du retour de Pierre-Carl Péladeau à la tête de l'entreprise Québecor. L'ex-chef péquiste en a fait l'annonce aujourd'hui sur son Twitter personnel et rapidement après, les commentaires ont fusé de toutes parts sur Twitter. Il a dit « Très heureux de revenir chez Québecor, une entreprise du Québec au cœur de notre culture, de notre information, de notre économie. » Et si certains s'en réjouissent, d'autres semblent s'en indigner. Mais une chose est sûre, c'est que sur Twitter, personne n'est vraiment surpris de cette annonce. Voici une image que je trouve intéressante, publiée par Bernard Roussel. Elle montre Pierre-Carl Péladeau sortir du Parti québécois pour entrer à nouveau dans la tête des gens au sein de Québecor Média. Donc, les réactions risquent d'être encore plus nombreuses demain. Restez à l'affût. Sinon, je termine avec une magnifique photo des cabanes à pêche à la baie, à Saguenay. Une image prise le 14 février 2017 qui apparaît sur Flickr grâce au talent de la photographe Emmanuelle A, qui l'a surnommée œuf hivernal. Donc, voilà, Pierre-Olivier, c'est tout. Le petit Mirko Zachary Vachon-Gauthier a décidé pour son 8e anniversaire de faire un cadeau plutôt que d'en recevoir un. Il donne une couette de ses cheveux d'une longueur de 12 pouces à la fondation Partagez votre beauté de la compagnie Pantene. Il a même convaincu son petit frère de 5 ans, Lucas Niel, de le suivre dans son geste. Voici un reportage de Samy Nicolas Levesque. C'est à l'âge de 4 ans que le petit Mirko Zachary Vachon-Gauthier a décidé de laisser pousser ses cheveux pour les donner à des enfants malades. C'était la suite d'une photo qui avait défilé sur l'actualité Facebook de sa mère d'un petit garçon qui avait fait pousser ses cheveux pour en faire une perruque que Mirko s'est lancé dans le projet. Ben, pour donner mes cheveux aux enfants malades, puis qui a des cheveux. Puis là, il trouvait ça cool. Fait que là, j'avais dit, mais tu pourrais faire la même chose. Mais là, il était comme, ben non, ça va être trop long. J'ai dit, ben non, maman va t'aider, maman va t'aider. Puis là, il a dit, OK, c'est bon, si tu m'aides, là, je vais le faire. 4 ans plus tard, la famille et les amis de Mirko ont été invités à leur résidence pour ce moment de grande envergure. Avec une couette maintenant longue de 12 pouces, Mirko prend un shooter d'orangeade pour se détendre et est enfin prêt à ce moment crucial qu'il attendait déjà depuis quelques mois. Maman, là, je vais me faire me couper mes cheveux, là. Il me reste 3 semaines. Maman, là, il me reste 2 semaines. Maman, là, il me reste 1 semaine. Maman, il me reste 4 jours. Maman, à tous les jours. Maman. La couette de Mirko serait remise à la fondation Partagez votre beauté de Pantene. Cette fondation permet aux femmes qui ont été touchées d'un cancer et qui ont perdu leurs cheveux en raison des traitements de chimiothérapie de pouvoir avoir des cheveux. Depuis leur début de campagne en 2006, plus de 800 000 queues de cheval ont été données et 24 000 perruques ont été fabriquées. De plus, Mirko a entraîné son petit frère de 5 ans, Lucas Niel, à faire le même projet que lui dans les prochaines années. Et ce geste rend très fière la mère de Mirko. À la base, ça venait de lui. L'idée émergeait de lui sur le principe de donner quelque chose à des personnes malades. Il n'y a pas seulement que sa mère qui est très fière du geste de son fils. La barbière du salon de coiffure Omega, qui est venue couper les cheveux de Mirko de façon bénévole, a été très touchée par ses intentions. Habitué, d'avoir semi le contrôle, mais en général, là, ça se passe toujours bien quand même. Puis c'était le fun de le voir parce qu'on voyait qu'il était vraiment enjoué, puis il était vraiment content de ce qu'il allait faire. Là. Fait que ça, c'est le fun. Donc, non, j'étais contente de participer. Je trouve que c'est important dans la vie, d'agir avec bonté comme le petit Mirko, dans le fond, fait. Merci la coiffeuse. Rappelons que la Fondation Partagez votre beauté de Pantene est en association avec la Société canadienne du cancer et que dans 3 ans, ce sera le tour du petit frère de Mirko, Lucas Niel, de faire son don à cette fondation. Ici Samy Nicolas Levesque, ATM Nouvelles, Saguenay. Les cocktails sans alcool sont de plus en plus populaires. C'est ce que prétend le chef mixologue Patrice Plante lors d'une entrevue sur notre plateau. Le lancement de son livre « L'aventure de la mixologie » se fera ce soir au bar L'Inter de Chicoutimi. Ma collègue Evelyne Auger l'a rencontré.
Bonjour, Monsieur Plante. Bonjour, Evelyne. Bonjour. Est-ce que vous nous expliquez d'abord qu'est-ce que c'est plus précisément la mixologie? La mixologie, en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est né il y a à peu près 200 ans. Donc, à une époque où on avait le petit barman avec la petite veste toute tachée qui astiquait des verres. Et il y a eu un mouvement qui s'est créé avec un entrepreneur qui a amené de la glace dans les grands hôtels des États-Unis. Et là, il y a des barman qui ont commencé à utiliser des outils, des œufs, du lait, du citron, du sucre pour faire des cocktails. Et c'est à ce moment-là qu'on a séparé, en fait, le barman du mixologue, qui est un expert des mélanges. Puis c'est à cette époque-là que le nom a été créé. Puis en quoi le livre que vous lancez se distingue-t-il des autres livres de mixologie? En fait, au lieu de classer les cocktails par période de la journée ou par ordre alphabétique, je les ai classés dans leur apparition dans l'histoire. Donc, le livre est vraiment une aventure. Donc, on commence dans le début des années 1800 jusqu'à aujourd'hui et le design du livre avec le dessin va changer. Donc, dans les années 1850, bien, le livre va être d'un style un petit peu vieillot avec de la typographie dactylo. Et donc, le but, c'est de faire voyager les lecteurs à travers l'aventure de la mixologie puis voir à quel moment leurs grands classiques sont nés exactement. Puis si on parle des tendances cocktails, là, cette année, c'est quoi les grands traits? En fait, ça dépend beaucoup où on se situe. C'est sûr qu'en Italie versus à New York, au Québec, c'est très différent. Présentement, au Québec, je dirais qu'il y a un grand engouement pour le gin, un grand engouement aussi pour utiliser des ingrédients un peu plus santé comme le thé, le kombucha, et un intérêt très marqué aussi pour les cocktails sans alcool qu'on voit apparaître de plus en plus. Puis vous parlez parfois de l'utilisation de la mer à cocktail. C'est quoi plus précisément? La mer à cocktail, en fait, c'est une façon de rajouter, tu sais, souvent dans le vin, on a notre sommelier qui nous fait déguster un Cabernet Sauvignon, puis il parle des tanins. L'amertume, c'est végétal. Comme les tanins d'un vin, ça va allonger le goût, ça va nous donner accès à des subtilités qu'on n'avait pas avant. Donc, en mettant un amer avec un whisky, on va goûter davantage le bois, la vanille et les traits du spiritueux. Puis pouvez-vous nous parler un peu plus des mocktails, là, ces fameux cocktails sans alcool? C'est un gros domaine qui est en pleine ébullition. Il y a beaucoup de sociétés à travers le monde, qu'on pense aux Indiens, aux Mexicains, aux Brésiliens, qui, eux, utilisent déjà les boissons non alcoolisées depuis longtemps. Le mocktail, en fait, c'est d'utiliser une autre base que l'alcool pour faire quelque chose de savoureux. Donc, on va beaucoup plus loin que la simple limonade. Ça peut être le thé qui devient une base, ça peut être le café, ça peut être le yogourt, ça peut être, en fait, toutes sortes de choses et on va chercher justement les traits de ces liquides-là qu'on essaie d'augmenter avec du sucre, avec de l'acide aussi ou de la mer. Puis l'ingrédient le plus inusité que vous avez utilisé pour faire un cocktail, c'est quoi? Eh mon Dieu, c'est une belle question. J'ai déjà utilisé de la truffe. De la truffe et du foie gras pour faire un cocktail. Les résultats n'ont pas été bons. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une autre philosophie, c'est-à-dire, je trouve qu'il y a des ingrédients qui sont mieux dans le jardin, comme le maïs. Et il y a des ingrédients qui vont beaucoup mieux dans les cocktails. Donc, quand on parle de fruits, que ce soit des fruits exotiques, des fruits locaux, certaines baies qui vont pousser au Québec, des herbes boréales, ça va bien aller, mais il y a une limite à mettre des légumes bizarres dans les mélanges, selon moi. Oui, puis est-ce que vous avez fait d'autres cocktails là, qui n'ont pas donné des résultats très... Ah, beaucoup, énormément. Je veux dire, ça a été une grande période d'expérimentation, beaucoup de lectures. J'ai fait le tour du monde pour me former. Je suis allé voir les meilleurs bars autour du monde pour prendre des conseils, avoir des philosophies différentes, que ce soit au Japon ou aux États-Unis ou en Europe. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs de parcours, mais c'est avec les erreurs qu'on apprend. Puis c'est quoi ces bars-là que vous avez fréquentés un peu partout autour du monde? Je les ai sélectionnés, en fait, selon une liste qui se fait dans le monde des meilleurs bars. Donc, c'est meilleurs bars aux États-Unis, meilleurs bars dans le monde, meilleurs bars d'hôtels. Donc, je me suis servi de ces listes-là qui vont sortir à chaque année dans un grand festival aux États-Unis qui s'appelle Tales of the Cocktail à la Nouvelle-Orléans. Donc, j'ai suivi ces listes-là. Je suis allé faire entre 8 et 10 bars à New York, à San Francisco, à Tokyo, à Londres, à Paris. J'ai essayé de me gorger de cette connaissance-là. Je prenais des notes, j'avais mon petit calepin. C'est un peu comme ça que je me suis formé moi-même. Puis en terminant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'engouement de la mixologie au Québec? Je pense que ça a commencé avec la cuisine. Merci, Ricardo. Et je pense qu'après ça, il y a eu l'événement des microbrasseries.
Donc, qui habituait notre palais à quelque chose de plus amer avec les IPA. Les IPA, on n'en buvait pas du tout il y a 10 ans. Et aussi avec, ça a l'air drôle à dire, mais Starbucks, le café, les cafés de plus en plus amers, de plus en plus forts. Je pense que ça l'a préparé le palais tranquillement. Et là, les gens voient qu'ils peuvent faire de la cuisine, mais dans le verre, avec la mixologie. Puis c'est pour ça que l'engouement prend de l'ampleur. Puis on voit aussi une grande tendance, les gens veulent boire moins, mais mieux. Donc, des meilleurs spiritueux, des meilleures bières, des meilleurs vins, etc. D'accord, mais je vous remercie. Merci à toi. Merci. Maintenant, sur la scène sportive, Méloré Boivin de Desbiens sera la porte-drapeau de la délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau-Chappais lors de la cérémonie d'ouverture de la 52e finale des Jeux du Québec qui auront lieu à Alma à la fin du mois. Un bel honneur pour la patineuse de vitesse courte piste qui a dû se classer dans une catégorie supérieure pour participer aux Jeux. Du côté de la météo, Pauline Moura, est-ce qu'on attend un redout pour les prochaines heures? Eh bien oui, Pierre-Olivier. Pour ce soir et cette nuit au Saguenay, c'est un minimum de -10 qui est attendu, avec de faibles averses de neige intermittentes, de la poudrerie également par endroits et quelques rafales de vent. Pour les voisins du lac Saint-Jean, c'est un minimum de -13 degrés Celsius qui est attendu pour ce soir et cette nuit, avec un temps généralement nuageux et quelques faibles rafales de vent. Pour la journée de demain, vendredi, c'est de faibles averses de neige qui sont attendues avec un maximum de -5 degrés Celsius et de faibles rafales de vent. Pour le lac Saint-Jean, c'est également un maximum de -5 degrés Celsius qui est attendu avec une journée partiellement ensoleillée. Donc, vous l'aurez compris, Pierre-Olivier, c'est le redout qui est de retour sur la région pour les jours à venir. Merci beaucoup, Pauline. Et merci à tous d'avoir été à l'écoute. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.